dégueulasse. C'est le mot choisi aujourd'hui pour définir le thème de cette vidéo. Vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, j'ai toujours aimé raconter des histoires DC et Marvel assez peu connues ou souvent très sombres dans ces thèmes. J'adore ça puisque ça montre une facette inhabituelle de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais il y a toujours des limites, sauf aujourd'hui, on va atteindre un niveau très deep. Avant de réellement commencer, très important de vous prévenir que cette vidéo comporte des scènes très violentes et aborde des sujets, on peut le dire, assez dégueulasses, notamment pour la dernière histoire, qui peuvent en choquer beaucoup. Donc si vous êtes un peu sensible à tout ça, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. Mon but n'est pas de vous dégoûter des comics et de la chaîne. Malgré tout, si vous voulez juste soutenir la vidéo, vous mettez le petit like, ça fait plaisir, et au pire, vous lancez la vidéo en fond pour le watch time, ça aussi ça fait plaisir. C'est parti pour 6 histoires choquantes de l'univers Marvel. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. On va commencer entre guillemets doucement avec la première histoire qui concerne un personnage nommé l'Homme Multiple. Un peu de contexte. L'Homme Multiple, également connu sous le nom de James Madrox, est un mutant doté de facultés pour le moins singulières. Chaque fois qu'il subit un coup ou même un simple choc, il se dédouble instantanément. Ce phénomène se reproduit à l'identique si l'un de ses doubles est lui-même victime d'un impact, entraînant donc une multiplication incontrôlable. James ne maîtrise nullement ce processus. Chaque duplicata possède sa propre conscience, ressent des émotions et agit de manière autonome, parfois même en développant une personnalité distincte de celle de l'original. Le plus tragique survient lorsque James réintègre ses clones par simple contact. Il assimile alors l'ensemble de leurs souvenirs, et les clones n'existent plus. Cette accumulation finit par brouiller la frontière entre sa mémoire propre et celle de ses doubles, au point de ne plus distinguer ce qui lui appartient véritablement. En dehors de ses activités parmi les X-Men, James partage sa vie avec Teresa Cassidy, une mutante elle aussi. Un jour, le couple connaît un bonheur intense avec la naissance de leur enfant, un événement extraordinaire au sein du monde mutant. L'accouchement se déroule sans complications et leur fils, prénommé Shen, vient au monde sous le regard ému de nombreux mutants. Dans un élan de fierté en tant que nouveau père, James prend l'enfant dans ses bras, mais l'horreur débute. Sans qu'il puisse exercer le moindre contrôle, le nourrisson commence à être absorbé par son propre père. Teresa, paniquée, le supplie de lui rendre leur fils, mais James demeure impuissant. L'enfant disparaît entièrement dans son corps et meurt ainsi tragiquement. Dévastée, Teresa perd toute lucidité. Dans un accès de douleur et de rage, elle se jette sur James, tentant de lui ouvrir le torse pour récupérer leur fils. En vain bien sûr, malheureusement, Shen n'est plus là. L'émotion physique et mentale est tellement forte qu'elle provoque une hémorragie interne au niveau de son bassin. James, profondément traumatisé, ne se remettra jamais totalement de ce drame. Plus tard, Teresa, consumée par la douleur, lui brise la main et lui jure que s'il ose réapparaître dans sa vie, elle lui brisera la nuque. Ainsi se clôt leur relation, marquée à jamais par cette tragédie insoutenable. On découvre par la suite qu'en réalité, ce n'est pas James lui-même qui a partagé l'intimité de sa compagne et la mise enceinte, mais l'un de ses doubles. Ce dernier a été ensuite réabsorbé par James, entraînant avec lui l'ensemble de ses souvenirs. Dès lors, James assimile les souvenirs du double à ses propres expériences, convaincu qu'il est personnellement à l'origine de la conception de l'enfant. Le drame réside dans le fait que Shen n'est donc pas véritablement le fils de James, mais celui de l'un de ses duplicata. Par conséquent, l'enfant constitue en quelque sorte une extension, une duplication du double de James. Or, comme toute duplication, Shen est soumis à la capacité de réabsorption propre à James. Dès que celui-ci entre en contact physique avec un double, ce dernier est automatiquement réintégré et n'existe plus. C'est exactement ce qui s'est produit avec l'enfant. Lorsque cette histoire est sortie à l'époque, Marvel s'est fait taper sur les doigts par de nombreux fans choqués. Ils ont été critiqués pour sa brutalité, mais aussi d'un côté salués pour son audace émotionnelle et sa complexité narrative. Aujourd'hui, cet événement fait partie des plus troublants pour beaucoup de lecteurs. Prochain récit. Il est impossible de produire une vidéo de ce genre sans parler du personnage de Wolverine, un personnage qui n'a vécu que des tragédies dans sa vie. Mais un événement a surpris de nombreuses personnes à une époque avec la sortie de l'excellent Old Man Logan.
Dans ce récit, tous les membres des X-Men ont mystérieusement disparu, laissant pour seul survivant Logan. Profondément marqué par la perte de ses compagnons, celui-ci choisit de renoncer à toute forme de combat et mène depuis une existence retirée, loin de la violence. Il n'a jamais souhaité révéler ce qui s'était réellement produit ce jour-là. Cependant, un jour, il décide de se confier à Hawkeye et lui dévoile enfin la vérité sur la disparition des X-Men. Il raconte qu'à une certaine époque, alors qu'il se trouve dans le manoir des X-Men, une coalition de super-vilains lance une attaque d'envergure contre l'école. De nombreux mutants, élèves et enseignants sont présents sur les lieux. Pour les protéger, Logan se jette dans la mêlée et engage seul le combat contre les assaillants. Face à l'afflux incessant d'ennemis, il se déchaîne avec une fureur inouïe, éliminant sans pitié ceux qui se dressent sur son chemin. Il décapite certains, tranche la gorge à d'autres, rien ne semble pouvoir l'arrêter. En pleine effusion de violence, il cherche désespérément à localiser ses alliés comme Cyclope ou Tornade, mais ne rencontre que des ennemis qu'il abat bien sûr les uns après les autres. Tous tombent sous ses griffes. Mais peu à peu, un détail le trouble. Aucun de ces prétendus vilains ne tente véritablement de le tuer. Il cherche seulement à le contenir. Après avoir tué de nombreux vilains sur place, il finit par attraper et transpercer Bullseye dans un ultime assaut. C'est alors que ce dernier, agonisant, s'étonne du geste de Logan et lui rappelle qu'ils étaient amis. À cet instant précis, Mysterio apparaît derrière Logan, seul et calme, et dévoile l'atroce vérité. Il n'y a jamais eu d'attaque. En réalité, Mysterio est parvenu à pénétrer dans l'enceinte de l'école et à manipuler l'esprit de Logan à l'aide d'une puissante illusion sur son cerveau. Tous ceux que Logan croyait être des ennemis n'étaient autres que les mutants de l'Institut, ses amis et ses élèves. Pris au piège dans cette hallucination, il les a tous massacrés de ses propres mains avec ses propres griffes. Terrassé par cette révélation, Wolverine quitte le manoir, errant sans but, accablé de remords et vidé de toute volonté de vivre. Dans une tentative désespérée d'expier ses fautes, il pose sa tête sur une voie ferrée, espérant mettre fin à ses jours au passage d'un train. Mais son squelette en adamantium le rend incapable de mourir. Conscient de son immortalité maudite, il fait alors le serment solennel de ne plus jamais reprendre l'identité de Wolverine. C'est un récit que je tenais vraiment à mettre dans cette vidéo parce qu'Old Logan a été mon tout premier comics Marvel et cette scène m'avait complètement choqué à l'époque. Prochain récit. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Punisher figure sans doute parmi les êtres humains les plus redoutables de la planète dans les comics. Doté de compétences militaires hors du commun, il élimine impitoyablement ceux qu'il considère comme indignes de vivre en société, faisant de lui un anti-héros d'une rare férocité. Toutefois, en cette occasion particulière, le destin s'apprête à se retourner contre lui avec une brutalité rarement mise en scène dans les comics. L'intrigue se déroule durant la période Dark Reign, un arc narratif où Norman Osborn crée les Dark Avengers, des super-vilains et anti-héros grimés en figures héroïques populaires afin d'obtenir l'adhésion du grand public. Parmi eux se trouve Daken, le fils de Wolverine qui reprend naturellement l'identité de son père. Au cours de cet événement, Osborn ordonne à ses Avengers de pourchasser et d'éliminer certains héros qu'il considère comme une menace directe pour la sécurité des citoyens, mais surtout pour sa propre domination. Il dresse alors une liste noire de cibles à abattre, parmi lesquelles figurent Spider-Man, Daredevil, Namor, Bruce Banner, etc. Toutefois, un nom retient particulièrement son attention, celui du Punisher. Osborn le perçoit comme un adversaire implacable, précisément parce que ce dernier incarne une opposition directe au principe de domination. Pour mener à bien cette mission, il envoie Daken sur ses traces, avec pour unique objectif de le retrouver et de l'éliminer. Alors que Frank Castle tente d'échapper aux forces de Norman Osborn, ignorant encore que Daken est à ses trousses, il parvient sans grande difficulté à neutraliser ses poursuivants. Il se dirige aussitôt vers les égouts, espérant y semer le reste des troupes. Toutefois, une fois sous terre, il est pris de court par Daken qui surgit avec une rapidité fulgurante dans l'unique but de l'éliminer. Malgré la vitesse et la puissance de son adversaire, Frank parvient à esquiver les attaques meurtrières de ses griffes et à contre-attaquer. Et bien qu'il soit transpercé une première fois, il résiste malgré tout. Dans un acte de pure survie, il parvient à lui arracher la lèvre inférieure d'un coup de mâchoire avant de lui tirer une balle bien placée qui le projette au sol. Sans la moindre hésitation, il enchaîne plusieurs tirs alors que Daken est à terre, ce qui lui permet de l'affaiblir suffisamment pour prendre la fuite.
Mais Daken, résilient comme son père, se relève et reprend immédiatement la poursuite. Lorsque Frank émerge des égouts et atteint un toit, il se retrouve encerclé par les troupes de Norman, prêtes à l'exécuter. Mais, contre toute attente, Daken intervient et ordonne leur retrait, exigeant de tuer le Punisher de ses propres mains. Le combat reprend aussitôt. Bien que Daken multiplie les assauts, Frank esquive habilement et riposte avec efficacité. Pour rappel, c'est un humain qui se bat contre un mutant, et pas n'importe quel mutant. Grâce à son entraînement et à son arsenal, il parvient peu à peu à prendre l'avantage. Il lui crève un œil et lui tranche la gorge. Pourtant, la proximité entre les deux hommes permet à Daken de retourner la situation à son avantage. Il saisit le bras de Frank avec ses griffes, lui arrache une partie de son visage, puis l'atteint brutalement à la gorge. Tandis que le sang s'échappe abondamment de ses plaies, Daken jubile, certain de sa victoire, et se moque de lui. Mais dans un ultime acte de volonté, Frank tente une attaque au couteau, mais Daken, toujours plus rapide, lui tranche le bras droit. Malgré tout, Castle ne s'avoue pas vaincu pour autant. Il saisit une seconde lame avec sa main gauche, mais Daken, implacable, lui sectionne également ce bras, mettant un terme définitif au combat. Alors que Frank s'effondre pour mourir, Daken juge que cela ne suffit pas. Dans un élan de cruauté, il le décapite d'un coup de griffe, puis, dans une fureur incontrôlée, s'acharne sur son corps sans tête, le démembrant. Une fois sa rage passée, il jette les restes mutilés du Punisher dans une ruelle sombre. Ainsi s'achève, dans la barbarie la plus totale, le destin tragique du Punisher. Quatrième récit. Lui, il est particulièrement hardcore. Cette fois-ci, l'intrigue nous transporte dans l'univers Ultimate sur la Terre 1610. Dans cette réalité alternative, nous découvrons une version particulièrement sinistre et dérangeante de Crâne Rouge. Ce qui distingue ce personnage de son homologue classique, c'est qu'il s'avère être, en réalité, le fils biologique de Steve Rogers. Avant son déploiement en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, Steve Rogers tombe amoureux de Gail Richard. Peu de temps après son départ au front, celle-ci découvre qu'elle est enceinte. Un peu plus tard, alors que Steve est présumé mort au combat, le gouvernement américain convainc Gail, sous une pression considérable, de leur confier l'enfant, arguant qu'il est nécessaire de préserver l'héritage du légendaire Captain America. Résignée et impuissante face à l'autorité, elle accepte à contre-cœur. L'enfant est alors envoyé dans un centre gouvernemental secret, avec pour objectif de le former tant physiquement que mentalement, afin qu'il devienne un successeur digne de son père, le nouveau Captain America. Soumis à une éducation extrêmement rigide et à des épreuves physiques particulièrement éprouvantes, le jeune garçon sombre peu à peu dans une spirale de désespoir et de haine. Il en vient à rejeter violemment l'héritage de son père, qu'il perçoit comme un fardeau et une injustice, nourrissant le désir ardent de s'en affranchir à tout prix. À l'âge de 17 ans, après avoir assimilé tout ce que ses instructeurs pouvaient lui transmettre, il choisit de s'émanciper de la manière la plus brutale qui soit. Il assassine froidement et avec un sourire macabre l'ensemble des scientifiques et des soldats du complexe. Une fois son massacre achevé, il saisit un couteau et dans un geste aussi symbolique que terrifiant, s'arrache lui-même le visage, refusant jusqu'à son apparence d'être l'héritier de Steve Rogers. Ainsi naît Crâne Rouge dans l'univers Ultimate. À la suite de ces événements, Crâne Rouge devient un assassin indépendant, animé par une violence extrême et totalement dépourvu de morale. Il se forge rapidement une réputation de tueur impitoyable en perpétrant des actes d'une cruauté rare, parmi lesquels figure notamment l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy. Au fil des années, il développe un goût morbide pour la souffrance d'autrui. Il prend un plaisir malsain à infliger la douleur, savourant la détresse et le désespoir de ses victimes. Un jour, il conclut une alliance avec un dictateur en Géorgie qui lui confie une mission, assassiner un célèbre activiste politique. Crâne Rouge, accompagné de ses hommes de main, se rend alors au domicile de sa cible où se trouve également l'épouse de celui-ci et leur nourrisson. Il commence par ligoter l'activiste, puis s'empare de l'enfant qu'il prend en otage. Brandissant une arme, il menace la mère d'exécuter le bébé si elle refuse d'obéir à ses ordres. Dans un acte d'une cruauté inouïe, il lui ordonne de saisir une paire de ciseaux et de tuer son propre mari avec. Désespérée et n'ayant d'autre choix pour tenter de sauver son enfant, la femme s'exécute. Elle poignarde à de multiples reprises son époux durant 1 heure pour le tuer. Crâne Rouge, hilar, ne montre aucun signe de pitié.
il jette ensuite le nourrisson par la fenêtre sans la moindre émotion. Je comprends vraiment pas comment on a pu écrire une chose pareille. Bref, il ordonne ensuite à ses hommes de commettre le pire des sévices sur la jeune femme, je vais pas rentrer dans les détails, avant qu'elle ne soit à son tour exécutée. Celui-là il est vraiment très dur, hein. On enchaîne avec l'histoire la plus controversée de l'univers Marvel depuis sa création et l'une des pires que j'ai pu lire et raconter. Nous sommes en 1980. Marvel publie alors le numéro 200 de sa célèbre série Avengers. Le personnage central de ce récit n'est autre que la puissante Miss Marvel, Carol Danvers, membre éminente de l'équipe des Avengers. À l'issue d'une mission, les Avengers regagnent leur quartier général, le manoir des Avengers. Mais à leur arrivée, une scène pour le moins stupéfiante les attend. Carol Danvers est enceinte. Ce qui trouble davantage encore, c'est que sa grossesse, au lieu de suivre le cours naturel de 9 mois, ne dure que 2 jours. Carol est déjà sur le point d'accoucher. Malgré l'étrangeté de la situation, les Avengers présents expriment leur joie et félicitent leur coéquipière. Carol, cependant, demeure dans une profonde incompréhension. Elle ignore tout des circonstances de cette grossesse et ne parvient pas à expliquer comment une telle chose a pu se produire. Là déjà c'est bizarre. Tandis qu'elle entre en travail, les autres membres de l'équipe, rassemblés à l'extérieur de la salle, s'interrogent. Comment une grossesse aussi fulgurante a pu avoir lieu? Et surtout, qui est le père de cet enfant? L'accouchement se déroule sans complications. L'enfant, un garçon, naît en parfaite santé. L'équipe se réjouit de cette naissance, mais Carol, elle, reste distante, perturbée et profondément troublée. Elle confie qu'elle a été manipulée, utilisée et qu'elle ne reconnaît pas cet enfant comme le sien. Elle ignore l'identité du père et exprime un profond malaise face à toute cette situation. Quelques heures plus tard, l'inexplicable se poursuit. Le nourrisson grandit à une vitesse vertigineuse et devient en l'espace de quelques heures un adolescent doué de parole, mais surtout doté d'une intelligence assez avancée. Il se présente même aux Avengers disant s'appeler Marcus. Les héros tentent de comprendre la nature de ce phénomène et cherchent à obtenir des explications, mais Marcus demeure évasif. Il se contente de confirmer qu'il est bien l'enfant de Carol et qu'il a un père sans toutefois en révéler davantage. De son côté, Carol s'oppose fermement à l'idée de rencontrer l'enfant. Toutefois, poussée par ses coéquipiers, elle accepte à contre-cœur de le voir. Et lorsqu'elle se retrouve enfin face à lui, elle découvre avec stupeur que l'enfant est devenu un homme adulte. Pourtant, ce n'est pas cette transformation accélérée qui la bouleverse le plus, mais le sentiment étrange de le reconnaître. Ce malaise s'intensifie lorsque Marcus s'adresse à elle en l'appelant à la fois maman et Carol, instaurant une ambiguïté assez troublante. C'est alors que Marcus accepte enfin de révéler la vérité dégueulasse derrière tout ça. Il explique qu'il provient d'un univers parallèle connu sous le nom des Limbes. Son père n'est autre qu'un ennemi bien connu des Avengers, Immortus, l'un des variants de Kang. Un jour, lors de l'un de ses voyages à travers le temps, Immortus sauve une femme d'un naufrage, probablement celui du Titanic. Une relation naît entre eux et de cette union naît Marcus. Mais la mère de Marcus ne peut rester dans cette dimension. Elle est contrainte de regagner sa réalité. Sur la Terre 616, les Avengers triomphent de Kang, ce qui entraîne indirectement la disparition d'Immortus. Marcus se retrouve ainsi seul, piégé dans les limbes, incapable d'exister sur Terre. Animé par le désir profond de s'échapper de cette dimension, Marcus parvient un jour à localiser Carol Danvers à travers un portail interdimensionnel. Fasciné par sa force et sa beauté, il en tombe amoureux. Utilisant une technologie avancée ayant appartenu a priori à son père, il enlève Carol de sa réalité et la transporte de force dans les limbes. Là, il la manipule mentalement et physiquement afin qu'elle ne se pose aucune question, qu'elle ne résiste pas, qu'elle perde toute maîtrise de son corps. Sous cette influence, Marcus abuse d'elle sexuellement sans qu'elle en ait conscience. Et, sans surprise, elle tombe enceinte de lui. Une fois son objectif accompli, il la renvoie dans sa réalité, amnésique, confuse, incapable de comprendre l'origine de sa grossesse soudaine. Marcus a transféré son essence dans l'enfant à naître de Carol dans le but de se réincarner et ainsi exister sur Terre et donc sortir des limbes. En conséquence, il devient à la fois le fils de Carol et son agresseur. Mais contre toute attente, après avoir entendu cette histoire choquante, Carol prend pitié de lui. Elle avoue alors aux Avengers qu'elle a malgré tout des sentiments pour Marcus. Elle décide alors de partir avec lui dans les limbes,
pour vivre en amoureux, chose que les Avengers acceptent sans problème. Voilà. Ouais, c'est... Ouais. Bon, sans surprise, vous comprenez pourquoi cette histoire est l'une des pires, si ce n'est la pire que Marvel a pu publier. On a souvent tendance à dire qu'aujourd'hui, il y a des polémiques pour tout et rien, ce qui est vrai et pas vrai. Mais surtout qu'avant, ces polémiques n'avaient pas lieu d'être, ce qui est là encore une fois vrai et pas vrai en même temps. Il y avait des choses inacceptables avant qu'on acceptait. Sauf que ce comics, malgré l'époque, s'est fait déchirer par la critique, par les lecteurs et même par des auteurs de comics de chez Marvel et DC. Tout le monde est tombé sur Marvel à cette époque pour cette histoire. Et à juste titre bien sûr. L'impact négatif de cette histoire est si profond que Marvel, à cette époque, se voit contraint de repenser sa manière de concevoir des récits avec des personnages féminins. Mais les choses empirent à cause des excuses données par les 3 scénaristes ayant travaillé sur ce numéro. David Michelinie, le principal scénariste, a complètement minimisé la gravité, en disant notamment que l'idée était de faire une histoire de science-fiction et que Marcus n'avait pas abusé sexuellement de Carol selon lui, car il était amoureux. Une défense qui a été largement critiquée. Le deuxième scénariste, Jim Shooter, qui était éditeur en chef à l'époque, dit lui n'avoir aucun souvenir précis de ce qu'il avait écrit. Des défenses qui seront largement critiquées surtout par certains auteurs de la maison Marvel, notamment par Chris Claremont, qui n'est autre que l'auteur qui a popularisé les X-Men dans les comics. Donc c'est quelqu'un de très important. Il a vivement critiqué cette histoire en déclarant que c'était une trahison du personnage et que Carol Danvers méritait mieux. Il a donc décidé d'écrire une histoire pour retcon ce qui a été fait avant. Il orchestre le retour de Carol sur Terre, met en lumière la manipulation mentale dont elle a été victime et adresse une critique directement à l'encontre des Avengers pour leur passivité. Sous sa plume, Carol exprime clairement qu'elle a été abusée sexuellement, instrumentalisée, puis abandonnée par ceux qu'elle considérait comme des alliés. Un message fort que l'auteur à succès adresse directement à Marvel à travers cette histoire. Dès lors, les auteurs suivants s'emploient à faire de Carol Danvers une figure centrale de l'univers Marvel, puissante, indépendante, résolument émancipée de cette histoire. Elle entame un nouveau parcours, devenant peu à peu l'héroïne emblématique que le grand public connaît aujourd'hui. Quant à l'histoire du numéro 200 des Avengers, Marvel s'efforce progressivement d'en atténuer l'impact, allant jusqu'à essayer de supprimer cet événement de la continuité officielle du personnage afin qu'il ne soit plus reconnu comme un élément canonique de son histoire. Cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore touche à sa fin. Bon, il y a clairement eu des trucs dégueulasses, je peux même pas vous dire ce que vous avez préféré, même si attention, dans le lot il y a quand même Old Man Logan, ça c'est une masterclass. Les autres récits, en plus de se vouloir choquants, pour être honnête, je les ai lus, niveau cohérence, il n'y en a aucune, notamment dans Avengers numéro 200, et même au niveau des scénarios en général, qu'est-ce que c'est mauvais. Pour vous dire, même toute la série avec le Batman qui rit est meilleure que ce que j'ai lu. C'est dire à quel point, désolé du terme, c'était de la merde. On sent que ces histoires ont été faites uniquement pour être choquantes et donc faire réagir et donc à la finalité, faire vendre. Sauf que là, ça fonctionne pas. Au contraire par exemple de Old Man Logan, qui se veut choquant, gore et violent, avec une excellente histoire à côté. Attention les fans de DC, j'arrive. Ce sera à votre tour prochainement. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni pour cette vidéo. Le commentaire, je sais pas, pour me donner votre avis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. J'espère pour une vidéo un peu plus joyeuse sur la chaîne Le Lore.